Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui concerne beaucoup de femmes, de près ou de loin. Comment mieux vivre avec les bouffées de chaleur en explorant des approches naturelles? Que l'on soit en pleine transition ménopausique ou juste curieuse d'en savoir plus sur la santé féminine, voilà, le bien-être naturel, cette exploration, c'est pour nous toutes. Oui, c'est important d'en parler. Notre objectif aujourd'hui, essayer de décrypter ensemble ce phénomène et puis découvrir les pistes que la nature et l'homéopathie notamment peuvent offrir. Tout à fait. Et pour bien comprendre, c'est vrai qu'il faut rappeler ce que c'est la ménopause. C'est une étape naturelle, simplement marquée par l'arrêt progressif de la production de certaines hormones, Les oestrogènes surtout. principalement œstrogènes et progestérone, oui. Ça vient des ovaires et ça entraîne l'arrêt des règles. Bon, généralement, c'est entre 45 et 55 ans, mais ça peut varier, bien sûr. D'accord. Et on dit qu'elle est confirmée après 1 an sans règles. Et alors, ces fameuses bouffées de chaleur, qui peuvent être si envahissantes, quelle est la cause profonde? Alors, c'est principalement lié à cette chute des œstrogènes, justement. Ces hormones, elles jouent un rôle sur notre thermostat interne. Dans le cerveau? Oui, au niveau de l'hypothalamus. Quand leur niveau baisse, ce thermostat, il peut un peu se dérégler, quoi. D'accord. La recherche actuelle pointe même du doigt un groupe de neurones bien spécifiques. On les appelle les neurones KNDY. KNDY? Oui, kispeptine neurokinine B dynorphine. Bon, le nom est un peu technique, mais l'idée c'est qu'ils deviendraient hyperactifs quand il y a moins d'œstrogènes. Et du coup, Et du coup, ils enverraient au corps des signaux erronés, en quelque sorte, des signaux pour évacuer de la chaleur alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Et ça déclenche la dilatation des vaisseaux de la peau, la transpiration. C'est ça la bouffée de chaleur. fascinant ces mécanismes. Et c'est loin d'être un phénomène isolé, si j'ai bien compris. Ah non, pas du tout. On estime que ça touche, allez, entre 50 et 80% des femmes pendant cette période de transition. C'est énorme. Et l'impact, il n'est pas juste physique. Non, bien sûr, ça peut vraiment altérer la qualité de vie. Le sommeil est souvent perturbé à cause des sueurs nocturnes, qui sont en fait des bouffées de chaleur la nuit. Oui. Il y a l'inconfort en pleine journée, au travail, en société. Ça peut être très gênant. D'où l'intérêt justement de chercher des solutions, peut-être au-delà des traitements hormonaux classiques dont on entend parler. Exactement. Alors, une bouffée de chaleur, pour la décrire précisément, c'est cette sensation soudaine, parfois très intense, de chaleur qui monte. Surtout le haut du corps, hein. Oui, visage, cou, poitrine. Souvent ça rougit, on se met à transpirer, parfois beaucoup. Le cœur peut s'accélérer un peu, on parle de palpitations. Mhm. Et le plus étrange, c'est qu'on peut avoir froid juste après. Ah oui, ce contraste. Et ce n'est souvent qu'un symptôme parmi d'autres, j'imagine. Cette période amène d'autres changements. Oui, tout à fait. Les bouffées de chaleur, elles s'inscrivent souvent dans un tableau plus large. On peut observer aussi des troubles du sommeil, même sans forcément les sueurs nocturnes. D'accord. Des variations d'humeur, une certaine sécheresse des muqueuses, notamment vaginales, parfois des changements métaboliques qui peuvent favoriser une petite prise de poids. Et puis, il faut être vigilant sur la santé osseuse. L'ostéoporose. Oui, le risque augmente avec la baisse des oestrogènes, donc c'est un point de vigilance important. Et on a vu aussi dans nos recherches que notre mode de vie peut, exacerber ces bouffées de chaud. Absolument. Le stress, par exemple. Le surmenage, la fatigue intense. Tout ça peut jouer un rôle de déclencheur. Les émotions fortes aussi, parfois. Intéressant. Et côté alimentation ou habitude? Pareil, certains aliments ou boissons sont souvent pointés du doigt. La caféine, l'alcool. Les excitants classiques, voilà. Mais aussi les aliments très sucrés ou très transformés. Ils peuvent aggraver les symptômes chez certaines femmes. Le tabac aussi, c'est un facteur connu. Et la sédentarité, le manque d'activité physique. Donc, identifier ses propres déclencheurs, c'est déjà une première étape, en quelque sorte. C'est ça, c'est un premier pas très utile. Alors, face à tout ça, quelles pistes naturelles on peut explorer? On sait qu'il y a le traitement hormonal substitutif, le THS. Oui, C'est une option médicale, mais elle ne convient pas à tout le monde. Il y a des contre-indications, des effets secondaires possibles. D'où cette recherche d'alternatives. et c'est là que c'est fascinant de voir comment le mode de vie peut vraiment influencer les choses. L'alimentation, par exemple, c'est un levier essentiel. Pas un régime miracle, j'imagine. Non, non, pas de miracle. Juste une assiette équilibrée, variée, riche en bons nutriments. On pense au calcium et à la vitamine D, bien sûr, pour les os. On les trouve où déjà?
Produits laitiers, légumes verts feuillus comme les choux, les épinards, les amandes, les poissons gras. Et pour la vitamine D, un peu de soleil avec modération, ça aide. Sinon, parfois, une supplémentation est nécessaire. Et ces fameux phytoestrogènes dont on entend souvent parler? Soja, graines de lin. Oui, alors les phytoestrogènes, ce sont des composés végétaux qu'on trouve dans le soja, les graines de lin, les légumineuses aussi. Leur structure ressemble un peu à celle de nos estrogènes. Ah, Du coup, ils pourraient, de manière plus douce, mimer certains de leurs effets et peut-être aider à atténuer les bouffées de chaleur. C'est une piste à intégrer dans l'alimentation globale. d'accord. Et il ne faut pas oublier les oméga 3. Ah oui, les bons gras. Exactement. Poissons gras, noix, graines de chia, huile de lin. C'est bon pour le cœur, le cerveau et ça a une action anti-inflammatoire générale. Et puis, les fibres. Très importantes pour la digestion, pour équilibrer la glycémie et même pour notre microbiote intestinal. Le microbiote, il joue un rôle là-dedans. De plus en plus d'études montrent qu'il dialogue avec nos hormones. Donc un microbiote équilibré, c'est important aussi. On le nourrit avec des fibres, légumes, fruits, céréales complètes, légumineuses. Donc en gros, l'idée c'est privilégier le frais, le complet, le varié. Beaucoup de végétaux, des céréales complètes comme le riz brun, l'avoine, le quinoa, des bonnes protéines. C'est exactement ça. Volaille, poisson, mais aussi tofu, lentilles, pois chiches. Et les produits laitiers ou fermentés comme le kéfir pour les probiotiques. Et à l'inverse, on limite quoi? On essaye de limiter ce qui peut perturber l'organisme. Les aliments ultra-transformés, souvent bourrés de sucre caché, de sel, de mauvaise graisse. Les plats préparés, les gâteaux industriels. Voilà. Et puis les excitants. Caféine, alcool, ils peuvent vraiment déclencher les bouffées chez certaines personnes. Modérer les sucres rapides, ça aide aussi à stabiliser la glycémie, l'énergie et potentiellement les symptômes. D'accord. Au-delà de l'assiette, l'activité physique est aussi souvent mentionnée. Et là, j'ai vu quelque chose d'intéressant dans nos sources. On parle beaucoup de renforcement musculaire, pas seulement de cardio. Oui, c'est une piste très intéressante et peut-être moins connue. La musculation régulière, attention, adaptée à chacune, pas besoin de soulever des tonnes. Bien sûr. Que ce soit avec des petits poids, des élastiques, des machines ou même le poids du corps, des études suggèrent que ça pourrait aider. Pas seulement pour les muscles et les os, ce qui est déjà crucial, Oui. mais aussi pour avoir un impact positif sur les symptômes de la ménopause eux-mêmes. Peut-être via des effets sur les hormones, le métabolisme. Les mécanismes sont encore étudiés, mais les résultats sont encourageants. L'important, c'est la régularité, j'imagine. Tout à fait. Et bien sûr, boire suffisamment d'eau. Conseil de base, mais toujours essentiel. Et si on regarde du côté des plantes, la phytothérapie, c'est souvent une option envisagée? Oui, elle offre des possibilités. Certaines plantes contiennent justement ces phytoestrogènes dont on parlait, comme le soja. Mhm. Par Actea racemosa, par exemple. Elle agit comment? On pense qu'elle pourrait agir un peu comme les oestrogènes, sur certains récepteurs. Mais son mécanisme exact, il est encore un peu débattu. Ça montre bien que même avec les plantes, l'approche doit rester prudente et personnalisée. Une étude qu'on a vue explorait même une combinaison de plusieurs plantes. Ah oui, Oui, lactée à grappe noire, mais aussi le millepertuis. connu pour l'humeur, oui. Oui, mais apparemment aussi antioxydant. Il y avait aussi de la réglisse et d'huile d'onagre. L'idée, c'était d'agir sur plusieurs fronts en même temps. C'est intéressant comme approche, multi-cible. C'est une approche intéressante, oui. Mais ça souligne aussi que la phytothérapie, ce n'est pas anodin. Les plantes interagissent, elles peuvent avoir des contre-indications. Il faut vraiment un conseil éclairé. Tout à fait. Et ça nous amène tout naturellement vers une autre approche, souvent recherchée pour sa douceur et sa personnalisation, surtout quand on veut éviter des hormones, l'homéopathie. Exactement. L'homéopathie, elle se positionne vraiment comme un accompagnement possible, en complément bien sûr d'une bonne hygiène de vie, d'une alimentation adaptée. Surtout pour les femmes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas de THS. C'est ça. Sa grande force, c'est son approche qui est ultra individualisée, vraiment sur mesure. Le choix du remède ne va pas dépendre juste du symptôme bouffée de chaleur. Ah non. Non, ça va dépendre de la façon très précise dont ça se manifeste chez chaque femme. Les détails sont importants. Comment ça fonctionne concrètement? On voit souvent des noms un peu étranges, suivis de CH, 5CH, 9CH. Oui, ce CH, ça fait référence à la méthode de préparation homéopathique, la dilution et la dynamisation.
L'idée de base, c'est d'utiliser des substances à des doses très très faibles. Mhm. Substances qui, à des doses plus importantes, provoqueraient des symptômes similaires à ceux qu'on cherche à soulager. C'est le fameux principe de similitude. D'accord. Mais la clé, vraiment, c'est de trouver le remède qui correspond le mieux au tableau complet de la personne. Pas juste la bouffée de chaleur, mais quand survient-elle? Est-ce qu'il y a d'autres sensations? Rougeur, sueur, froid après, palpitations? Et comment se sent la personne globalement? Son humeur, son énergie? Donc ce n'est pas du tout une solution unique, bouffée de chaleur égale tel remède. C'est plus fin que ça. Beaucoup plus fin. Mais pour illustrer un peu ce principe, on peut peut-être donner quelques exemples, sans remplacer une consultation, bien entendu. Oui, juste pour qu'on comprenne mieux. Alors, par exemple, si une femme décrit des bouffées de chaleur très soudaines, avec une rougeur intense du visage, une forte transpiration, et peut-être le cœur qui s'emballe, un praticien pourrait penser à belladonna. D'accord. Autre cas, si les bouffées sont surtout la nuit, avec des sueurs très abondantes, et que la personne se sent généralement moins bien avec la chaleur, l'Achésis mitus est un remède qui est souvent évoqué dans ce genre de situation. Et si l'aspect émotionnel est très marqué? Par exemple, une tendance à la déprime, une fatigue morale, en plus des bouffées. Ah oui, c'est fréquent. Dans ce cas, un remède comme Sepia officinalis pourrait être envisagé. Il correspond souvent à ce profil où les troubles de l'humeur sont au premier plan avec les symptômes physiques. D'autres exemples? On peut citer Amylium nitrosum, parfois suggéré si la bouffée est suivie quasi immédiatement d'une sensation de froid intense et de palpitations très fortes, ou Glononinium, s'il y a des maux de tête congestifs, comme une migraine, qui accompagnent la bouffée. Sanguinaria canadensis, si ça pique ou brûle au niveau des joues, des oreilles. C'est vraiment précis. Et comment on prend ces remèdes? En général, pour ces symptômes aigus, on conseille de prendre 3 à 5 granules du remède choisi dès que le symptôme apparaît. On laisse fondre sous la langue, on peut répéter si besoin. Mais la fréquence, la pertinence du remède, tout ça, ça doit vraiment être validé par un professionnel, un médecin ou un pharmacien formé à l'homéopathie. C'est clair. C'est bien plus nuancé qu'on pourrait le penser, de prime abord. Tout à fait. Et ça, c'était pour les symptômes ponctuels. Mais l'homéopathie travaille aussi beaucoup sur ce qu'on appelle le terrain. Le terrain, c'est-à-dire? C'est l'état général de la personne, sa constitution, ses tendances. L'idée, c'est de donner un traitement de fond, sur le long terme, pour rééquilibrer l'organisme en profondeur. Et là, les remèdes sont différents? Oui, on utilise d'autres remèdes comme folliculinum, graphitz, sulfure. Sepia peut aussi être un remède de fond. Le choix est encore plus personnalisé et demande une analyse vraiment approfondie en consultation. D'accord. Il existe aussi des complexes homéopathiques tout près, qui mélangent plusieurs souches, comme ACTN ou l'Achésis complexe numéro 122. Ça peut être une option pour démarrer, mais l'approche sur mesure reste souvent la plus efficace. Bien noté. Et un point crucial à rappeler, j'imagine. Absolument. Que l'on choisisse l'homéopathie, la phytothérapie ou toute autre approche naturelle, ça ne remplace jamais le suivi médical classique de la ménopause. C'est-à-dire? Examen gynécologique régulier, mammographie de dépistage selon les recommandations et surveillance de la densité osseuse si c'est jugé nécessaire par le médecin. C'est fondamental. C'est très clair. Alors, si on devait synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Il ressort que la gestion des bouffées de chaleur, ça passe vraiment par une approche globale. Hygiène de vie, alimentation, gestion du stress, c'est la base. C'est la base indispensable, oui. Et pour celles qui cherchent des solutions naturelles, soit en complément, soit parce qu'elles ne veulent ou ne peuvent pas prendre d'hormones, eh bien la phytothérapie et surtout l'homéopathie, avec cette approche très personnalisée, offrent des pistes vraiment intéressantes. C'est tout à fait ça. Le message clé, je crois, c'est que la ménopause, ce n'est pas une maladie. C'est une étape de vie naturelle. Oui. Et mieux comprendre ce qui se passe dans son corps, connaître l'éventail des options possibles, ça permet de reprendre un peu le contrôle, de dédramatiser et de vivre cette transition plus sereinement. Et en se rappelant que chaque femme est unique. Exactement. Ce qui marche pour l'une ne marchera pas forcément pour l'autre. Il faut explorer, s'écouter. C'est un cheminement personnel. Une très belle conclusion. Est-ce qu'il y aurait une dernière pensée, peut-être une question pour ouvrir la réflexion de nos auditrices et auditeurs? Oui, peut-être. En repensant à ces fameux neurones KNDYEC dont on parlait au début, et à ces liens de plus en plus clairs entre nos hormones, notre cerveau, notre thermostat.
Mhm. Ça ouvre des perspectives assez fascinantes, je trouve. On peut se demander si la recherche future, au-delà des médicaments, des remèdes actuels, ne pourrait pas nous amener vers des approches non médicamenteuses encore plus subtiles. C'est-à-dire? Je pense à des techniques comme le neurofeedback ou d'autres formes de, disons, de dialogue direct avec notre système nerveux, pour l'aider à mieux s'adapter à ces fluctuations hormonales, à réguler plus finement la température, sans forcément passer par une substance extérieure. Une sorte d'apprentissage pour le corps? Voilà, en quelque sorte. Aider le corps à retrouver son équilibre par lui-même. C'est une piste de réflexion, peut-être pour l'avenir du bien-être féminin pendant cette période. Une perspective assez stimulante, je trouve.